Catherine Bernier-Boissard est professeure émérite de géographie urbaine et de l'aménagement, et ses recherches interrogent notamment les représentations de la ville à travers la littérature. Michel Boissard, lui, est historien de formation, chroniqueur littéraire et président de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard. Jeudi 19 décembre 2019, ils étaient tous deux invités à la librairie Ombre Blanche pour y présenter leur ouvrage « Figures, personnages et personnalités d'Occitanie », publié aux éditions Le Pérégrinateur et préfacé par Carole Delga. Je remercie donc la librairie Ombre Blanche qui nous invite pour la deuxième fois, puisque j'étais venue il y a environ un an avec deux collègues, Thomas Perrin et Jean-François Courruot, présenter un premier ouvrage publié par le même éditeur, Le Pérégrinateur, qui s'intitulait Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, portrait d'une région, qui était, comme l'on l'indiquait, le portrait de la région sous les aspects historiques, culturels, économiques, et qui donc tentait de répondre à une question assez simple. Cette région, on l'a fabriquée de manière un peu artificielle et donc institutionnelle en 2015 avec la réforme qui a eu lieu en France. Est-ce que ça correspond effectivement à un territoire commun aux habitants de l'ex-Languedoc-Roussillon et de l'ex-Midi-Pyrénées, ou bien est-ce que c'est une construction artificielle qui tiendra ce que tiendra l'institution elle-même? Donc on avait essayé de répondre à cette question en présentant ces diverses facettes. Et au cours de la rédaction de cet ouvrage, nous avions eu l'idée, et que l'éditrice avait validé, de présenter également des portraits, des figures d'Occitanie. Ce qu'on a appelé ici des figures, des personnalités, des personnages d'Occitanie, parce qu'il nous semble qu'ils incarnent également ce territoire, ce nouveau territoire, cette région qui, pour l'heure, est assez mal connue et dont on connaît finalement assez peu les liens entre les deux anciennes régions, parce qu'elles ont été longtemps séparées, parce que depuis finalement la Révolution française, on a créé des départements, et depuis les années 60, des régions, l'une donc à l'est et l'autre à l'ouest de l'actuelle Occitanie, et que ces régions se sont développées indépendamment l'une de l'autre. Et leurs deux métropoles, Montpellier et Toulouse, se sont également développées indépendamment l'une de l'autre. Donc, on s'est dit qu'il était intéressant aussi d'aller regarder du côté des personnalités qui ont fait l'Occitanie, et sans chercher, bien sûr, a priori, de lien entre toutes ces personnalités, mais finalement pour voir un peu la diversité de ces visages, la diversité de ces figures, leur contribution à l'histoire, au développement de cette nouvelle région. Et je dirais également que cet ouvrage n'est pas une commande, même si elle est préfacée par Carole Delga, présidente de la région, qui a tenu à soutenir la maison d'édition dans cette publication. Mais ce n'est donc pas une commande de la région, ni d'aucune autre institution, université ou autre. Et nous avons donc fait les choix en totale liberté, donc Michel Boissard et moi-même, avec bien sûr l'éditrice. Et pour terminer cette brève présentation, je dirais que eh bien, ce qui saute aux yeux, c'est que dans les 202 personnages que nous avons choisi de présenter, il y a 40 femmes, en tout et pour tout 40 femmes sur les 202 personnages, parce que vers la fin du 19e siècle, eh bien, on trouve très peu de traces des activités réalisées par les femmes. On trouve très peu de témoignages, bien sûr, puisque l'histoire ne les a pas retenues. Elles ont écrit, elles ont créé, elles ont lutté, elles se sont manifestées de diverses manières, mais bien entendu, l'histoire n'a pas été écrite par les femmes, elle a été écrite par les hommes. L'histoire a été dominée jusqu'au XIXe siècle par essentiellement les hommes. Et il faut attendre la fin du XIXe siècle et bien entendu le XXe siècle pour que eh bien, la présence des femmes s'affirme enfin et qu'on les trouve en plus grand nombre dans les archives, dans les témoignages, enfin dans les divers documents que l'on peut rassembler pour écrire un ouvrage de ce type.
Voilà une brève présentation. Bien, alors on va peut-être rentrer dans un petit peu plus le détail de cet ouvrage. Donc Catherine vient de le dire, il y a 202 figures, personnages et personnalités d'Occitanie. Alors, première chose d'abord, l'Occitanie. L'Occitanie, c'est à la fois une région culturelle et une région administrative. Depuis 2015, c'est une région administrative qui comporte 13 départements, c'est-à-dire les départements de l'ancien Languedoc-Roussillon et les départements de l'ancien Midi-Pyrénées. Mais l'Occitanie, culturellement, c'est beaucoup plus vaste. Selon le professeur Robert Laffont, dont nous parlons d'ailleurs dans cet ouvrage, qui était ce qu'on a appelé le pape de l'Occitanie, c'est-à-dire un des chercheurs les plus déliés sur l'histoire de l'Occitanie. L'Occitanie, en fait, va d'une ligne qui va de Limoges à Nice et même se prolonge au-delà en territoire italien. Donc nous avons retenu l'idée que l'Occitanie, eh bien pour l'instant, l'Occitanie, Pyrénées, Méditerranée, c'était ces 13 départements. Alors, si vous lisez l'ouvrage, vous vous apercevrez qu'en fait, il y a 14 départements. En effet, nous y avons joint un 14e département qui est le Lot-et-Garonne, qui ne fait pas partie de la région administrative Occitanie-Pyrénées-Méditerranée. Raison de ce choix, c'est que 2 des personnages que nous avons traités sont issus du Lot-et-Garonne, et je vais expliquer pourquoi nous avons joint ce département. Ces 2 personnages, c'est un président de la République qui s'appelait Armand Fallières, qui a été président de la République sous la Troisième République, et qui est un personnage assez haut en couleur. Les chansonniers ont caricaturé sous le nom de Timoléon. Il y a une très célèbre chanson qui parle du mariage de la fille du président de la République avec son secrétaire. Et donc tous les gens du Lot-et-Garonne se précipitent dans les jardins de l'Élysée. Donc c'est une satire de ce président de la République qui a été très populaire et qui, pour ma part, je l'ai retenu, nous l'avons retenu avec Catherine, mais il a retenu particulièrement mon attention parce que c'est le seul président de la République qui, sous la Troisième République, a été systématiquement opposé à la peine de mort, et qui voulait même l'abolition de la peine de mort, qui a été obtenue, vous le savez, bien plus tard par Robert Badinter, sous le septennat du président Mitterrand. Mais donc, voilà, c'est pour cela que nous avions retenu Timoléon, donc Armand Fallières. Et le deuxième, c'est le philosophe Michel Serres, qui était originaire d'Agen, donc Lot-et-Garonne. Et bon, on s'est dit, bon, ce sont 2 Occitans. Pourquoi ? Parce qu'au fond, ce sont 2 Gascons. Et la Gascogne est une partie de l'Occitanie. Ça explique effectivement que nous avons légèrement débordé, à la fois parce que les 2 personnages étaient intéressants, Armand Fallières, pour les raisons que j'ai dites, et Michel Serres, le philosophe, qui vient de nous quitter il n'y a pas si longtemps que cela, parce que c'est un assez grand philosophe, me semble-t-il, contemporain. Voilà pourquoi nous sommes passés de 13 à 14. Donc l'Occitanie, pas l'ère culturelle, si vous voulez, qui est beaucoup plus vaste, la région administrative, mais avec un petit peu, on s'est permis un petit peu de franchir, ce ruisseau. Deuxième chose, 202. Alors, effectivement, d'abord, il fallait que ce soit un ouvrage qui soit accessible et qui n'ait pas 1000 pages. Donc, 202 et ce sont des petits portraits, ça fait quand même un ouvrage de 240 ou 250 pages. Alors, la difficulté, ça a été effectivement de choisir parmi toutes ces figures, personnages et personnalités. Alors, pourquoi figures ? Figures, c'est tout simplement parce que ça renvoie à l'histoire, les figures historiques. Les personnages, parce que ce sont des personnages qui ont joué un rôle dans l'histoire et qui peuvent qui peuvent s'être traduits dans la littérature. Je prends un personnage qui est D'Artagnan, qui a existé réellement,
mais qui est surtout le personnage, le héros essentiel des Trois Mousquetaires de 20 ans après et du Vicomte de Bragelonne, la célèbre trilogie d'Alexandre Dumas. Bien alors, figure, personnage et personnalité, parce que nous avons traité effectivement un certain nombre de personnalités, alors littéraires, artistiques, sportives, politiques, qui ont joué ou jouent encore un rôle dans la vie de l'Occitanie, dans la vie donc de ces 13 départements. Et on a essayé quand même d'équilibrer entre ces différents départements. Bon, il y a des départements où il y a un peu moins de personnages qui ont retenu notre attention. Il y en a d'autres où il y en a un peu plus. Disons que la Haute-Garonne, par exemple, le département du Gard et l'Hérault, doivent en avoir chacun une quarantaine. Mais ça a été quand même assez difficile parce que, évidemment, et tous ceux qui liront le livre ou qui l'ont lu nous ont dit « Ah, mais vous avez oublié un tel. Ah, mais pourquoi vous avez choisi tel autre personnage ?» Ben, d'une part parce que, Catherine l'a dit, elle avait travaillé en particulier sur l'Occitanie, et donc elle avait croisé avec ses collègues un certain nombre de personnages ou de personnalités ou de figures dans ce travail antérieur, et puis aussi parce que nous avions travaillé il y a quelques années, alors là pour le département du Gard, à un petit dictionnaire des écrivains du Gard. Alors, petit dictionnaire des écrivains du Gard, on s'était posé la question. Les écrivains du Gard, ce sont ceux qui sont nés dans le Gard. Eh bien, pas simplement. Ce sont ceux aussi qui sont passés dans le Gard, ou ceux qui ont choisi de s'installer dans le département du Gard et qui n'en étaient pas forcément originaires. Et là, c'est pareil. Ce que nous avons essayé de faire, c'est effectivement, à travers ces figures, personnages et personnalités, des gens qui sont nés, par exemple à Toulouse, mais dont la famille n'est pas forcément originaire de Haute-Garonne. Mais inversement, il y a des gens qui ont choisi de venir s'installer dans un département comme le Lot. Je pense à l'historien François Furet, que nous avons retenu, ou le grand poète et fondateur de l'école surréaliste André Breton à Saint-Cirque-la-Popie, qui est parce qu'il avait fait la connaissance de Saint-Cirque-la-Popie dans les circonstances qu'on explique dans le bouquin, et qui est devenu un véritable Lotois, un habitant de Saint-Cirque-la-Popie, au point que lui qui était totalement étranger à cette région, est devenu véritablement quelqu'un, lorsqu'on parle de la biographie d'André Breton, eh bien on parle de Saint-Cirque-la-Popie, du département du Lot. Voilà. Donc, ce choix est un choix qui est un peu arbitraire, mais on a choisi à la fois des gens qui sont nés ici, qui ont vécu, qui ont choisi d'y vivre, voire qui y sont morts, parce qu'ils étaient venus s'y installer. Voilà. C'est donc une autre des caractéristiques. Ensuite, on a choisi aussi de parler de dynastie. C'est ce que dit, j'énumère un peu les mots-clés autour desquels nous avons fait le livre. Alors, qu'est-ce que c'est les dynasties ? Ben, ce sont les monarques. Alors, les monarques, on a commencé au IVe siècle par celui qui est le plus célèbre dans l'Occitanie, même s'il est un peu oublié, même si les gens se disent « Ah bon, il était ici ». Oui, celui qui a fait de Toulouse une cour royale, qui est le roi Théodoric, le roi wisigoth Théodoric, au IVe siècle, et qui a fait effectivement de Toulouse déjà une capitale dans le contexte de l'Occitanie. Et puis, après, il y a d'autres dynasties. Il y a des dynasties municipales. Et vous connaissez à Toulouse, mais on en connaît aussi à Perpignan, la famille Alduy, etc., etc. Et donc, on peut aussi, nous, on est tombé en travaillant sur, je vais dire pourquoi, parce que je suis président par ailleurs dans le département du Gard et à Nîmes en particulier, je suis président de la Société d'histoire du protestantisme de Nîmes et du Gard. On est tombé sur une famille qui est une famille à la fois de banquiers, de filateurs plus exactement, les André, c'est une famille protestante. Donc ce sont des filateurs, ce sont des gens qui vont contribuer à inventer le gin, ce qui est devenu le gin
lorsque c'est passé par le filtre américain, et qui par ailleurs sont de grands collectionneurs, au point que les André, ça va vous dire quelque chose sans doute à un certain nombre, ou même au plus grand nombre d'entre vous, c'est le musée Jacquemart-André de Paris. C'est une dynastie de protestants à l'origine qui, de filateur, devient banquier, de banquier devient collectionneur, etc., etc. Voilà, ce sont ces dynasties-là, alors des dynasties politiques, des dynasties royales, des dynasties intellectuelles, etc. C'est encore un des éléments de l'Occitanie. Et puis, je vais laisser quand même un peu la parole, parce que sinon, je vais la monopoliser. Je vais laisser la parole à Catherine pour la suite. Parce que la suite, en fait, la transition, c'est hommes et femmes. Il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Et elle a expliqué pourquoi, mais on peut continuer là-dessus. Oui, non, mais avant ça, je voudrais dire aussi qu'on a choisi un certain nombre de figures qui paraissent comme innovantes dans le domaine dans lequel elles ont exercé. Je pense par exemple à une figure de femme, effectivement, Madeleine Bresse, qui est née dans un petit village près de Nîmes et qui a été la première femme au XIXe siècle à obtenir un diplôme de médecin et à exercer la médecine dans des conditions particulièrement difficiles, puisque tout lui était opposé, la famille bien sûr, mais également la faculté de médecine qui considérait que on ne pouvait pas imaginer qu'une femme puisse devenir médecin, que c'était la négation même de la féminité, de la figure de la mère, etc. C'était extrêmement violent. Et il lui a fallu beaucoup d'obstination. Il a fallu qu'elle rencontre un doyen de la faculté de médecine à Paris qui accepte effectivement ce pari pour pouvoir finalement obtenir son diplôme, mais avec l'interdiction d'exercer à l'hôpital et bien sûr la nécessité de se tourner exclusivement vers la femme et l'enfant. Elle a travaillé sur l'allaitement, je crois qu'elle a fait sa thèse sur l'allaitement. Donc c'est pas si loin que ça finalement, hein, mais ça montre bien là ce qu'il a fallu à une femme comme Madeleine Bresse pour s'imposer dans ce milieu. Dans un autre style, c'est également dans le Gard que ça se passe. Je pense, on a choisi la figure de Charles Gide, qui est l'oncle de l'écrivain André Gide, et qui est l'inventeur de ce qu'on appelle aujourd'hui l'économie sociale et solidaire, qui est une des figures majeures de ce courant de pensée à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, qui va créer des coopératives de production, qui va créer des coopératives destinées à publier des journaux en direction des milieux populaires, et qui va écrire, qui va beaucoup écrire, qui va enseigner bien sûr, qui va être précurseur aussi dans ce domaine, puisqu'il enseignera l'économie et les principes de l'économie sociale à la Sorbonne au début du XXe siècle, et qui est considéré donc comme l'un des pères en tout cas de ce courant, et en particulier à travers ses écrits, mais également ses réalisations. Donc on a comme ça un certain nombre de figures qui apparaissent comme porteuses d'innovation dans différents domaines. Oui. Et alors après, nous avons effectivement choisi aussi en fonction de nos goûts, de l'intérêt que nous portions à telle ou telle catégorie, en particulier donc les écrivains, parce que je crois qu'il y a un certain nombre. Cette région est particulièrement riche au niveau de l'écriture. Alors, effectivement, on a oublié un certain nombre d'écrivains. Je pense en particulier, et on aurait pu y consacrer une notice, je pense en particulier à le Toulousain qui vient d'obtenir cette année le prix Goncourt, qui est Jean-Paul Dubois, qui est un remarquable écrivain et dont le bouquin mérite, je le dis en passant, soit dit en passant, d'être lu, diffusé, connu. Mais bon, on a fait un certain nombre d'omissions. Alors, est-ce que dans un ouvrage ultérieur, on y reviendra? Mais c'est possible. Mais on s'est aussi attardé sur des personnages qui n'ont pas toujours revendiqué leur filiation occitane. Alors, il y a particulièrement deux femmes d'ailleurs,
Je m'attendais à ce que Catherine en parle, mais en fait, je vais en parler, mais où elle en parlera. Voilà, 2 femmes. La première, c'est une célèbre couturière qui s'appelle Gabrielle Chanel. Gabrielle Chanel, selon l'état civil, est née à Saumur, c'est-à-dire dans le Maine-et-Loire. En réalité, l'origine de la famille Chanel, le Chanel d'ailleurs, c'était un petit bistrot dans un petit village à côté de Génolac, dans les Cévennes gardoises, ce village s'appelle Ponteil-et-Brésis, et le Chanel était le bistrot tenu par la famille de Gabrielle Chanel. Mais elle a toujours récusé toute origine cévenole. Elle était née à Saumur, elle est devenue la grande couturière que l'on connaît parce qu'elle a vécu dans la région parisienne, mais elle n'a pas souhaité avoir cette référence aux Cévennes. Et lorsque vous lisez l'irrégulière Mon itinéraire Chanel de Edmond de Charleroux, qui est une remarquable biographie de Gabrielle Chanel, elle fait allusion à cette sorte de déni que Chanel a toujours voulu maintenir par rapport aux Cévennes. Mais c'est une Occitane d'origine, et la famille est native des Cévennes. Alors, ça me permet de venir sur une distinction qu'on a fait, enfin une distinction, ce n'est pas forcément une distinction, mais c'est un lien qu'on a essayé de faire entre être né et être natif. Alors, quand on est né, on est à Toulouse. Mais la famille n'est pas forcément native du Toulousain. Et on peut avoir une famille native du Toulousain, mais être né à Paris. Et ce qui a fait que Catherine et moi, mais en particulier, je me suis attaché à ça en le cherchant dans l'édition 2. C'est une phrase, on a parlé tout à l'heure de Charles Gide, mais je vais parler d'André, le neveu, prix Nobel de littérature, le grand écrivain que l'on connaît, qui avait eu au début du XXe siècle une polémique avec le grand écrivain français, nationaliste, mais grand écrivain quand même, Maurice Barrès, à propos de l'enracinement. Et André Gide, dans un texte assez célèbre qui s'appelle « À propos des déracinés », donc du roman qu'avait publié en 1897, si je ne m'abuse, Maurice Barrès, qui est un grand roman grand roman de formation. Donc André Gide fait une critique de ce roman et qui commence ainsi. « Né de père usécien et de mère normande, où voulez-vous, monsieur Barrès, que je m'enracine ? J'ai donc pris le parti de voyager. » Et c'est le côté très provocateur d'André Gide qui ajoute d'ailleurs un petit peu plus loin dans cet article, et non seulement j'ai pris le parti de voyager, mais j'incite les gens à voyager et à ne pas rester chez eux enfermés, etc., etc. Et en fait, voilà, on peut être né quelque part, mais ne pas avoir une famille qui est originaire de la région, qui a fait souche dans la région, qui s'est enracinée dans la région. Et inversement, on peut avoir une famille enracinée, originaire d'une région, et être né tout à fait ailleurs. Et ça, on a essayé de le distinguer dans les différents portraits que nous avons faits. Alors ça, c'est une parenthèse que je referme, parce qu'il y a un deuxième personnage qui n'a jamais tellement revendiqué ses origines occitanes. Mais c'est Catherine qui va vous en parler, parce que là, elle l'a découvert, et ça, c'est très typique. C'est vraiment Paris qui a absorbé l'Occitanie. Oui, enfin, découvert. Juliette Gréco est née à Montpellier. Quelques Montpelliérains le savent, mais pas tous d'ailleurs. Enfin. Et elle n'a jamais revendiqué effectivement cette appartenance de naissance à Montpellier. Et elle a choisi Paris parce que c'est sa biographie. Elle a très jeune, donc elle a vécu sous l'occupation. Elle a vécu la déportation de sa mère et de sa sœur. Elle a fait de la prison et elle s'est retrouvée à Paris. Paris pour elle a été comme elle le dit, son lieu de naissance. Et finalement, son lieu de naissance artistique, intellectuel, elle a été très jeune mêlée aux milieux artistiques de Saint-Germain-des-Prés. Elle a
très tôt a été lié à Boris Vian, enfin à un certain nombre de figures intellectuelles de cette période, à Sartre bien sûr, à d'autres. Et donc finalement, son lieu de naissance et son appartenance à ce lieu de naissance, elle l'a oublié, elle l'a fait oublier, et elle a effectivement voulu marquer les liens qu'elle entretenait avec Paris et la vie parisienne pendant l'occupation, et bien sûr à la libération ensuite, avec la chanson, avec la musique et tout ce qui faisait la vie artistique de cette période. Donc là, oui, on l'a malgré tout choisie comme figure de l'Occitanie, mais pour cette raison aussi, pour cette raison qui est qu'elle ne l'a pas revendiqué cette importance, comme Coco Chanel. Ce sont des personnalités qui ont fait leur vie ailleurs, mais qui sont nées par hasard, donc en Occitanie. Alors, autre caractéristique pour vous inciter à lire ce livre, ou en tout cas vous y plonger dedans, c'est une caractéristique qui est quand même, alors, à mon avis, parfois exprimée sous forme de cliché, mais qui est quand même, qui recoupe une réalité historique, c'est l'importance dans cette région d'Occitanie, culturellement et même administrativement, l'importance de la religion d'abord. C'est une terre où se sont acclimatés le catharisme et le protestantisme. C'est aussi la terre où repose dans cette ville même Thomas d'Aquin, qui est quand même un des saints essentiels, un des théologiens essentiels de l'Église catholique. Et puis c'est aussi une terre de résistance. Alors non seulement la résistance des années 1939-1945 et la libération de Toulouse. Nous faisons un portrait, par exemple, de Jean-Pierre Vernant, l'helléniste, qui a été, avec le colonel Ravanel, un des libérateurs de Toulouse en 1944, mais aussi cette résistance à travers le monde, le peuple camisard des Cévennes, qui a effectivement, ou même des figures de la résistance protestante, comme Marie Durand, qui est restée, vous le savez, sans doute, qui est restée enfermée, qui était d'originaire d'Ardèche, mais qui est restée enfermée à la tour de Constance d'Aigues-Mortes pendant 38 ans, je crois. C'est une des femmes qui a été condamnée pour la foi protestante qu'elle avait, à la plus longue peine. D'autres étaient condamnés aux galères, au bûcher, etc. Mais elle a été condamnée effectivement pendant 38 ans. Et on a essayé effectivement aussi de mettre en évidence que cette terre, c'est la terre, effectivement, je l'ai dit, des protestants, du sein de l'Église catholique, qui est Thomas d'Aquin. C'est aussi une terre où, effectivement, il y a eu des problèmes avec le catharisme, la persécution des cathars, mais même dans cette ville, la persécution des protestants. Je crois que nous ne sommes pas si loin ici d'une rue où était née, où avait la famille Calas. La famille Calas, vous savez que Jean Calas a été accusé d'avoir assassiné, pendu exactement, son fils qui voulait se faire catholique, qui était protestant. Donc c'était un filateur protestant, un marchand de tissus plus exactement protestant, qui aurait tué son fils Marc-Antoine en le pendant à une poutre de son magasin, et qui a été condamné, torturé, emprisonné, torturé, condamné à mort, exécuté sur la roue à Toulouse, et qui a effectivement soulevé par toute une série de relations que le philosophe Voltaire s'était fait faire, qui a soulevé un grand scandale au XVIIIe siècle sur la question de la tolérance. Vous savez que le traité de la tolérance de Voltaire est né de l'affaire Calas. Et donc, sur cette terre occitane, effectivement, on a des personnages importants de la résistance au nom de la foi. Et puis, ça nous a amené à découvrir aussi que
c'est une terre qui a donné, certes, un certain nombre de présidents de la République. J'ai dit Armand Fallière, mais je pourrais parler de Gaston Doumergue, qui a été président de la République sous la troisième et qui était originaire du Gard. Je pourrais parler de Vincent Auriol, comme on dit souvent à l'époque, qui est originaire de Tournefeuille, qui a vécu donc de Muret, plus exactement. C'est Doumergue qui est de Tournefeuille, de Muret, donc, qui est un président de la République originaire d'ici. Mais donc c'est une terre qui a donné trois papes d'Avignon d'ailleurs, puisque vous savez qu'à l'époque, l'Église catholique, vers le XIVe siècle, je crois, XIIIe, XIVe, a connu un schisme. Et une partie de la papauté est restée à Rome, et on les appelait les antipapes. Et lorsqu'on regarde l'histoire de l'Église, l'histoire de la papauté, on s'aperçoit que les papes qui ont été homologués dans la liste des successeurs de Pierre sont des papes qui se sont installés à Avignon pendant quelques siècles. Et il y a trois papes, et je crois même d'ailleurs qu'on a dû en oublier un, mais c'est pas très grave, trois papes qui effectivement ont marqué l'histoire de l'Église catholique. Ils sont originaires d'Occitanie. Le premier s'appelle Jean XXII, donc c'est le prédécesseur numérique, pas chronologique évidemment, du célèbre Jean XXIII, et qui s'appelait Jacques Duèze, et qui était originaire de Cahors, qui est une grande famille de banquiers de Cahors. Et alors Jacques Duèze, lorsque nous avons travaillé avec Catherine là-dessus, ça m'a dit tout de suite quelque chose. Je ne sais pas si un certain nombre d'entre vous ont eu l'occasion de lire la saga de Maurice Druon qui s'appelle Les Rois maudits. Eh bien, dans Les Rois maudits, on a le personnage de Jacques Duèze qui, grâce au roi Philippe VI de Valois, va devenir pape, d'ailleurs, parce qu'à l'issue d'un conclave absolument abominable où personne s'entend, etc., le roi Philippe VI de Valois enferme tout ça dans l'église des Jacobins à Lyon, et puis il leur dit « Je vous enlèverai le toit, je vous donnerai plus à manger si vous n'élisez pas un pape, séance tenante ». Et puis ils finissent donc par élire Jacques Duèze. Jacques Duèze se fait élire parce que les cardinaux se disent il a une mauvaise santé, il est très vieux, et comme ça, on s'en débarrassera le plus rapidement possible. Il a régné 22 ans. C'est un des papes qui a régné le plus longtemps. Donc Jacques Duèze est un de ceux qui ont commencé à vouloir installer la papauté dans Avignon. Il était à Avignon, ils ont commencé effectivement à créer ce qui va s'appeler le Palais des Papes. Et vous savez que l'architecture avignonnaise, qui est splendide, effectivement, est composée d'une grande quantité de maisons, de palais, autour du Palais des Papes, qui procèdent de cette architecture religieuse du XIVe et XVe siècle. Là, c'est même le XIIIe, puisque Duèze a régné, je crois, jusqu'en 1334, c'est-à-dire au XIVe siècle. Le deuxième pape sur lequel nous sommes attardés avec Catherine, alors, c'est un pape qui était relativement célèbre depuis quelques années. Je suppose que un certain nombre d'entre vous, peut-être beaucoup d'entre vous, connaissent l'historien Emmanuel Leroy-Ladurie. Emmanuel Leroy-Ladurie a publié il y a quelques années un ouvrage majeur qui s'appelle Montaillou, village occitan. Montaillou est un village d'Ariège. Et Montaillou, village occitan, est le récit de la vie et du travail, exactement, du travail d'inquisiteur d'un nommé Jacques Fournier. Ce Jacques Fournier était inquisiteur à Montaillou, c'est-à-dire qu'il persécutait, il poursuivait les cathares. Après la chute de Montségur, en 1244, l'Inquisition a poursuivi. Et Jacques Fournier a tenu des registres extrêmement précis, extrêmement riches sur les méthodes de l'Inquisition dans cette région et dans cette période-là. Et Jacques Fournier, finalement, deviendra pape sous le nom de Benoît XII, et il va régner, effectivement, un certain temps à Avignon. Ça, c'est donc... Alors, vous avez donc un cadurcien, un lotois, si vous voulez, à Cahors, donc c'est Jacques Duèze. Jacques Fournier,
c'est un Ariégeois, c'est un habitant de Montaillou. Et puis, il y en a un troisième, il y a un Lozérien. Vous voyez, donc on n'est pas en Haute-Garonne, voilà. Et c'est intéressant de voir. Alors, le Lozérien, il est célèbre à Avignon parce que si vous êtes allé au Festival d'Avignon ou si vous allez au Festival d'Avignon, je ne sais pas s'il y a encore beaucoup de manifestations, mais dans les années 60, il y avait à côté du Palais des Papes ce qu'on appelait les jardins d'Urbain V, dans lequel Jean Vilar et d'autres, Gérard Philippe, etc., donnaient des conférences, pas des spectacles, mais donner des débats ou organiser des débats. Et donc Urbain V est un pape originaire du Gévaudan qui est devenu, il s'appelait Guillaume Grimoald, c'est une famille noble de Lozère, de Haute-Lozère, et c'est lui qui va développer au maximum le Palais des Papes, notamment les installations qui descendent du Rocher des Dons jusqu'à la cour du Palais, et c'est lui qui va faire venir au Palais des Papes le très grand peintre italien qui s'appelait Cimone Martini, et vous avez toutes les fresques à l'intérieur du Palais des Papes de Cimone Martini, c'est dû à la volonté de Urbain V, Guillaume Grimoald, donc le troisième pape. Il est possible, il y a eu 7 ou 8 papes d'Avignon, il est possible qu'on en ait oublié un, mais on a, à force de chercher, on n'a pas forcément approfondi toute l'histoire de la papauté. Il s'agissait d'une rencontre avec Catherine Bernier-Boissard et Michel Boissard, auteurs de Figures, personnages et personnalités d'Occitanie, publié aux éditions Le Pérégrinateur, à la librairie Ombre Blanche, le 19 décembre 2019.